Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Oui, je t'avoue, j'ai eu un doute en écoutant le fichier audio. Parce que, sur ma première écoute, il n'y avait pas ma voix. Une sorte de dialogue avec un silence comme partenaire. Un peu bizarre. Et puis, en fait, ça va. Avec Laetitia, on a décidé de transformer nos boulettes, maxi boulettes, en force. Histoire de récolter les graines du temps partagé. Je n'ai pas dit perdu. On t'en reparlera bientôt. Salut, épisode 35, un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Laetitia Mazax, de parler de son parcours, de ses multicasquettes et comment elle gère ça au quotidien, ou comment elle navigue au milieu de tous ces univers, ses défis, ses galères, ses réussites. Écoute bien, elle va même te donner quelques tips qu'elle partage avec des mères entrepreneurs. De toi à moi, si tu n'es ni mère ni entrepreneur, tu vas quand même apprendre quelque chose. Si ta vie est remplie de 1000 projets, ce podcast est pour toi. Si tu veux faire de la place à toutes les facettes de ta personnalité, ce podcast est pour toi. Si tu es en manque d'inspiration, ce podcast est pour toi. Bienvenue, bienvenue dans l'univers des mompreneurs. Je m'appelle Magali D, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast. J'avais très envie de te rencontrer. Alors, j'ai peut-être envie de dire de te re-rencontrer pour le coup, puisque nous avons déjà eu l'occasion et le plaisir immense d'échanger, mais nous n'avons pas de traces de cela. Si tu te souviens bien, c'était récemment un truc oui. qui a fait naître des idées. Voilà, tout à fait. Et ça, il faut savoir saisir et rebondir, saisir les opportunités et rebondir après une déconvenue, je dirais. C'était carrément une leçon de vie, je crois, parce qu'il se peut que ça fasse naître en nous une certaine créativité et des petites histoires à venir. Donc, si moi je dois te présenter, je dirais que tu es une femme entrepreneur, une maman. Je dirais que tu es une podcasteuse parce que tu as lancé récemment le podcast qui s'appelle Mompreneur ambitieuse. Et puis, tu es chiropracteur par ailleurs. Est-ce que j'oublie quelque chose dans cette présentation, quelque chose qui te paraît essentiel à partager? Tu as dit pas mal de choses. Je suis aussi mentor, je suis formatrice et conférencière. Donc, plein de casquettes. Et puis après, on a toujours plein de casquettes quand on est maman, hein, et quand on est des femmes et quand on est individu. Donc, je suis aussi la fille de ma mère et de mon père. Je suis également musicienne, etc. Mais bon, là, on n'en finirait pas. D'accord. Et qu'est-ce qui compte pour toi aujourd'hui au niveau de cet équilibre de vie sur, là, on a l'impression que tu es presque une funambule au milieu de 1000 univers. Tout à fait. En fait, c'est souvent ce que je partage auprès des femmes qui sont entrepreneurs et qui sont mamans, hein, les fameuses mompreneurs, c'est de leur apprendre à jongler, danser avec la vie et que l'équilibre de vie entre nos différentes sphères, elle est pas statique, elle n'est pas fixée pour toujours. Et tu l'as bien expliqué, utiliser ce mot de funambule. Moi, je me vois comme une funambule qui cherche son équilibre au quotidien et qui s'adapte parce que notre société, notre entreprise, elle évolue, parce que nous, on évolue, parce que nos enfants, ils évoluent, ils grandissent. Et les besoins qu'ils ont quand ils viennent de naître sont pas les mêmes que quand ils ont 2, 3, 5 ou qu'ils sont ados, quoi.
Alors, avant d'arriver à ce que tu peux avoir toi comme ressource pour pouvoir mener à bien tout cet univers incroyable, est-ce que tu pourrais préciser en quelques mots ce que c'est que le métier de chiropracteur? Alors, le chiropracteur, c'est le spécialiste du soin du dos, des articulations et du système nerveux. Donc, on va s'occuper de faire en sorte que le corps fonctionne bien via son système nerveux, puisque si le système nerveux fonctionne bien, c'est le système de commande du corps, le corps va bien fonctionner. Et c'est l'équilibre aussi entre la partie physique, donc les contraintes physiques qu'on va avoir, les contraintes chimiques, ce qu'on mange, ce qu'on boit, et les contraintes émotionnelles. Donc c'est une intégration de tous ces 3 facteurs, de ces 3 piliers, pour comprendre le fonctionnement du corps et là où il va dysfonctionner et comment on va pouvoir aider le patient. Donc bien sûr, les patients, quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ont bobo là. C'est ce qui, à chacun, nous met en mouvement et nous fait vouloir changer des choses. C'est quand on a une souffrance, qu'elle soit physique ou mentale. Et ensuite, au décours de l'interrogatoire que je vais faire avec eux et des explications que je vais leur donner, je vais leur expliquer que la santé, c'est pas juste de ne pas avoir mal, c'est être bien. Et ça passe pas que par les conditions physiques, ça passe aussi par notre environnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien dans ses relations avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents, avec sa famille, avec ses collègues. Tout ça, ça peut aussi interagir. Et moi, ce que j'adore, c'est aider les patients à faire le lien entre ce qu'ils ressentent dans leur corps et ce qu'ils ressentent dans leur esprit et les mots qu'ils utilisent. On connaît tous ces expressions, j'en ai plein le dos, je me sens à genoux, je me sens acculée, je sens ça me pèse sur les épaules. Et quand on les écoute, ces expressions, on se rend compte que elles sont pas sorties au hasard et que bizarrement, quand une personne qui a mal aux épaules, on lui demande comment elle se sent actuellement dans telle ou telle situation, elle va sortir ces mots-là. Et moi, ce que j'adore, c'est aider les gens aussi à faire ces liens-là. Donc c'est par-delà le fait de soigner physiquement, c'est aussi aider le patient sur sa globalité, quoi. Parce que un patient, c'est pas juste un mal de dos. Dans ce que tu dis, il y a vraiment de transmission et un rôle de presque éducatif de son propre rapport à la santé. Tout à fait. Pour moi, c'est capital de passer par l'éducation de la personne. Parce que c'est en lui expliquant comment son corps fonctionne qu'il va comprendre pourquoi il dysfonctionne et qu'il va pouvoir reprendre sa santé en main. J'aime vraiment que les gens y comprennent. Et c'est là où moi j'aime beaucoup mon métier. Ça regroupe vraiment ce que j'ai déjà fait dans le passé. C'est que j'ai déjà été formatrice aussi en chiropraxie. Donc je continue à être formatrice auprès de mes patients. Et ça, c'est vraiment ce qui fait ma différence en tant que thérapeute, en tant que chiropracteur. C'est que je leur transmets ça et j'aime leur expliquer, ne serait-ce que une imagerie où ils ont parfois l'impression qu'on leur a parlé une langue étrangère quand ils sont allés voir un médecin. Et moi, je suis traductrice en fait de termes médicaux parfois. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour l'instant, on va dire qu'il y a une forme de rapport au mouvement, à se mettre en marche pour changer quelque chose qui serait de l'ordre du déclencheur douleur. Actuellement, c'est un peu ça qui se passe dans les gens qui viennent te voir, et que finalement, tu les amènes à se rendre compte que ça peut être autre chose le déclencheur, ou qui peut être moins fort, moins puissant. On avait évoqué l'idée de entendre le corps chuchoter avant qu'il se mette à hurler, et peut-être que toute cette éducation-là, c'est aussi pour dire que la douleur, on peut agir avant, en fait. Tout à fait. Tout à fait, qu'il y a souvent des signes avant-coureurs que on n'écoute pas. On tend pas l'oreille, on se dit c'est pas grand-chose. Et je vois énormément de patients qui, par la suite, tu vois, ils viennent me voir parce qu'ils ont mal à tel ou tel endroit. Et au décours de conversation, je me rends compte qu'il y a d'autres choses, d'autres symptômes qui sont apparus avant ou en même temps ou par la suite et pour lesquels ils n'auraient pas forcément consulté parce qu'ils estiment pas que ça nécessite une consultation et que ça représente pas un impact si important que ça. Mais une fois qu'ils ont plus ce symptôme, ça change quand même leur vie, quoi. Le fait qu'ils n'arrivent pas à aller aux toilettes ou qu'ils se réveillent dans la nuit, ils ont du mal à dormir parce qu'ils ont des douleurs, etc. Quand ils peuvent de nouveau dormir, ça change la vie, quoi. Complètement. Et il y a vraiment une relation à la santé, dans la santé à l'occidental. Alors, je ne sais pas si c'est français ou vraiment plus large que ça, mais de se dire qu'il n'y a que quand le symptôme se manifeste de façon assez puissante qu'on commence à sentir une urgence à se déplacer et qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réappropriation du degré de tolérance par rapport à la douleur pour se dire, non, en fait, ça, ce n'est pas l'état normal et que l'état normal, c'est le bien-être.
Tout à fait. Ouais, on le voit vraiment auprès des patients parce que j'ai pas mal de patients à qui je leur demande comment ils vont et ils me disent j'ai encore mal ou j'ai plus mal ou ils font continuellement le référentiel, la référence à la douleur. Et de leur expliquer que oui, la douleur, c'est un élément parmi d'autres, mais est-ce qu'ils arrivent à faire leurs activités du quotidien qui leur font du bien? Est-ce qu'ils arrivent à s'occuper de leurs enfants? Une grand-mère qui n'arrive pas à porter son petit-fils parce qu'elle voudrait le prendre dans ses bras et le cajoler, et ben ça, parce qu'elle a mal à l'épaule par exemple ou au dos, ben, c'est une souffrance qui a une répercussion au niveau émotionnel également. Donc lorsque je soigne cette dame, cette mamie qui a mal au dos, bah, je soigne aussi sa relation avec son petit-fils. Ça a un impact par-delà la personne en elle-même. J'ai d'ailleurs l'exemple là dernièrement d'une maman qui venait me consulter depuis quelques séances et puis un jour elle vient accompagnée de sa fille qui devait avoir 10-11 ans et pendant que sa maman est soignée, la fille reste en salle d'attente et en profite pour compléter le livre d'or que j'ai à disposition. Et à la fin de la consultation, je regarde ce livre d'or, elle m'avait fait un super dessin, et puis c'était la période de Noël, et puis avec plein de cadeaux, et puis elle a noté merci de prendre soin de ma maman depuis qu'elle vient te voir, elle est de meilleure humeur, on voit vraiment qu'elle va mieux, je t'offre plein de cadeaux pour Noël. J'ai trouvé waouh, ça super impactant parce que c'était la première fois que je voyais cette petite fille, quoi. Elle m'avait jamais vue, elle m'a vu le temps que je sorte de la salle, que je reçoive sa maman et puis que je ressorte, quoi. Ouais, elle avait déjà pigé l'approche holistique quelque part, hein. Voilà. Et en fait, les enfants, ils pigent ça. Tu vois, ils sont vraiment dans l'approche holistique, prise en charge. Ils ont des capteurs hypersensibles. Et moi, ma vision, c'est que plus on est éduqué, mais éduqué dans le mauvais sens du terme, par l'éducation, par la scolarisation, etc., on nous met dans des cases, plus on perd en tant qu'adulte ce contact avec ces éléments qui me paraissent essentiels, quoi. Qui est une forme de sagesse intuitive quelque part. Est-ce que dans cette expérience-là, qui est quand même vraiment à la fois touchante, mais vraiment intéressante, est-ce que la maman a pris connaissance du message de son enfant? Il me semble que la maman l'a entendu, quoi. Elle m'a dit, ah bah oui, elle a profité pour rebondir sur le fait qu'elle-même, elle se sentait mieux, quoi. Ce qui est vraiment impactant, c'est de voir que peut-être la maman n'aurait pas elle-même fait le lien entre la situation en fait de résolution de problème qu'elle avait avec toi et puis l'impact que ça pouvait avoir ensuite dans sa famille sur le bien-être général en fait, parce que il émanait d'elle autre chose, un bien-être, un apaisement, etc. Alors que l'enfant, lui, a tout de suite percuté, quoi. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, tu vois. C'est pour ça que pour moi, c'est super important et enrichissant de soigner vraiment des familles, de voir les parents, de voir les enfants, parfois les grands-parents, parce qu'on voit vraiment la dynamique qui change. Et parfois, ouais, de les voir, pas forcément en consultation, mais tu vois, que les enfants viennent, quoi. J'aime que ce soit vivant au cabinet, tu vois. Ouais, complètement. Qu'il puisse y avoir finalement qu'il n'y ait pas de coupure entre le fait d'être maman et le fait de faire le reste de sa vie, quoi, en fait, de pas isoler les enfants de ça. Du coup, ça nous amène naturellement cette histoire d'enfants et de lien avec la famille à ton podcast. En fait, tu as souhaité en faire à travers ce podcast apporter peut-être des idées, des solutions que toi tu n'as pas peut-être eu au moment où ça s'est présenté, te dire tiens, je vais faire gagner du temps aux gens, je vais leur partager ce que moi j'ai essayé, ce qui a marché pour moi, les aider d'une certaine façon. C'est tout à fait ça, l'idée derrière ce podcast. Et puis c'est un des éléments, des choses que j'ai envie de transmettre, c'est que moi je suis devenue maman sur le tard, hein. J'avais 36 ans quand je suis devenue maman pour la première fois, donc j'ai eu le temps de développer ma vie perso, de commencer à développer mon cabinet. J'étais d'abord associée, puis arrivée d'un enfant, d'abord nouveau compagnon, on va mettre les choses dans le bon sens, nouveau compagnon, déménagement, fin de la collaboration, de l'association, arrivée d'un enfant, waouh! Tout à coup, l'équilibre, il a été chamboulé. J'ai dû apprendre à savoir comment gérer tout ça. Et dans mon entourage proche, je connaissais des mamans, je connaissais quelques entrepreneurs, mais je connaissais pas beaucoup de mamans entrepreneurs. Donc, je me suis sentie vraiment isolée et pas comprise.
que ce soit en tant que mon rôle de maman, j'avais pas vraiment, à part ma maman, tu vois, à qui en parler, mais de copines proches qui venaient d'avoir un enfant, qui vivaient la même chose actuellement ou à 1 an d'écart, quoi. Mes amis, ils avaient tous déjà des enfants beaucoup plus grands, donc ils étaient plus dans ces réflexions-là. Et ben, ils n'étaient pas entrepreneurs non plus. Donc, ils n'avaient pas les mêmes réalités qu'on a quand on est entrepreneur, qui est que bah, moi, mon premier bébé, c'était mon entreprise, c'était mon cabinet. Et c'est aussi mon moyen de subsistance. Et c'est mon moyen de subsistance pour mon enfant aussi maintenant. Donc, il fallait que je fasse en sorte de développer et de booster mon business dans un milieu qui est le milieu de la santé où c'est super tabou, le développement du business, le marketing, etc. Et en même temps, un enfant qui bouleverse toutes mes habitudes personnelles, ma pratique de sport, qui est, voilà, quand tu es enceinte, bah, au bout d'un moment, tu n'arrives plus à faire de sport. Hein. Tu vois, j'ai cherché autour de moi des choses que j'ai finalement pas réussi à trouver. Et il a fallu, grâce aux réseaux sociaux, grâce à mes lectures, j'ai trouvé des choses. Et puis, il y a des choses que j'ai développées par moi-même. Et c'est ça que maintenant, j'ai envie de transmettre. Bah, d'abord par mon podcast. Donc, la saison 1, c'est déjà la rencontre de plein de femmes qui sont entrepreneurs et mamans et qui nous partagent leurs petites déconvenues, leurs déboires, leurs défis, ce qu'elles ont mis en place pour s'en sortir. Moi, j'ai envie de montrer aussi la vraie vie aux gens. Il y a des moments qui sont durs et moi, j'aurais aimé pouvoir parler avec des femmes qui me disent ça, que c'est dur, mais ça passe. Et du coup, j'ai envie de transmettre ça dans ce podcast. Donc, première saison, c'est ça. Les saisons à venir, ce sera d'autres choses. Je travaille dessus, donc je pense que ça va être plus des conseils, des choses comme ça. Et puis là, à venir, ce sera un accompagnement que je vais proposer aux mamans entrepreneurs pour leur permettre de booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Donc, d'assumer leur double identité, parce que moi, ça a été un cheminement et un travail que j'ai dû faire. D'accepter que je suis maman et que ça représente des contraintes, d'accepter que je suis entrepreneur et que ça représente des contraintes et que ça représente aussi des choses sympas qui ont un impact l'une sur l'autre, d'accepter ma puissance en tant que femme, en tant que maman, de trouver les tips pour équilibrer tout ça et surtout toute ma formation que j'ai fait sur le business, quoi, développement de business, marketing et tout ça, et j'ai envie de partager tout ça dans un accompagnement maintenant. Alors justement, est-ce que tu aurais un ou deux petits tips à partager sur ce que toi tu as appris et ce qui t'a permis en fait de te sentir plus équilibré ou de trouver une solution que tu n'avais pas et que tu as dû créer? Alors la première des choses, c'est un travail sur soi, sur la résilience et l'adaptation. Ça, c'est vraiment parce que je me suis retrouvée très très souvent dans des situations de tension, de colère, d'énervement, parce que j'étais frustrée, parce que j'ai pas écouté mes besoins. Et donc ça, c'est le premier tips, c'est que certes on est maman, certes on est chef d'entreprise, il faut qu'on s'occupe des deux, mais si on veut pouvoir s'occuper des deux, il faut pouvoir s'occuper de soi-même. Et je repense régulièrement à cette image de l'avion. Quand on est dans l'avion et qu'il y a une dépressurisation, on nous dit toujours que la priorité, c'est de mettre le masque à nous-mêmes et pas de le mettre à l'enfant, et pas de le mettre à notre voisin. Parce que sinon, si nous, on n'est plus oxygéné, on pourra aider plus personne. Et en fait, c'est vraiment cette image que j'ai quand on est maman, entrepreneur, c'est penser à se ressourcer, penser à écouter ses besoins. Et c'est pas parce que je vais me prendre une demi-heure, 1 heure pour aller faire du sport, pour aller faire autre chose, pour faire du yoga, pour faire une lecture, que je vais être une mauvaise mère. Donc ça, c'est le premier tips. Et puis ensuite, c'est de réfléchir à son organisation, comment l'optimiser. Et ça, j'y ai beaucoup réfléchi. L'optimisation, que ce soit dans mon travail, dans mon business. Donc le fait d'être maman m'a donné une contrainte qui a été une force sur les semaines et les mois qui ont suivi. C'est que j'avais plus la même disponibilité en temps. Donc ça m'a obligée à réfléchir dans mon entreprise, sur mon organisation, sur mes processus, comment je faisais quoi quand quelqu'un m'appelle pour prendre un rendez-vous, est-ce que je décroche n'importe quand, n'importe comment, ce qui était le cas avant quand j'avais pas d'enfant. Et à partir du moment où j'ai eu un enfant, il y avait des moments où je devais m'occuper de lui, donc j'étais pas disponible pour décrocher le téléphone. Donc qu'est-ce que je fais? Parce que je le vivais mal au début de pas pouvoir décrocher le téléphone, parce que mes patients, je les voyais comme mes enfants. C'est comme si j'abandonnais mes enfants en fait, de pas pouvoir décrocher. Donc j'ai fait un travail sur moi et j'ai mis en place des choses aussi. Donc c'est mettre en place tout ce qu'il faut pour se libérer. Des choses toutes simples, hein. Savoir mettre un répondeur, savoir définir des horaires
où là, il y a des horaires où je travaille et là, il y a des horaires où je suis avec mes enfants. Même si parfois, il y a des interpénétrations. Mais d'avoir quand même un cadre, effectivement, ça t'a permis de te retrouver un espace de liberté, voire d'être plus présente pour chacun de tes univers. Ouais, le déclic, il est venu un jour, je me souviens, où j'étais avec mon enfant, j'avais quelque chose à faire pour le cabinet, l'administratif, je sais plus trop quoi, et j'étais descendue, bon, petite chose aussi, c'est que mon cabinet se trouve au rez-de-chaussée de ma maison. Là, un jour, voilà, j'étais censée être avec mon fils, et puis je descends au cabinet, faire des choses, et je me vois engueuler mon enfant. Clairement, on peut dire engueuler, lui crier dessus. Ne touche pas à ça, arrête, non, tais-toi, je suis au téléphone, j'ai ça à faire. Tout à coup, j'étais toute rouge de colère et j'ai pris de la hauteur et j'ai dit non mais attends, pose-toi les vraies questions. Est-ce que ton enfant il mérite que tu l'engueules? Il est responsable de rien. Là, c'est à toi en tant qu'adulte de t'organiser pour pas te retrouver dans cette situation-là. Donc qu'est-ce que tu mets en place? Là, t'es pas censé être au travail. Tu retournes dans ta maison et ton travail, il sera fait à un autre moment. Et à toi de, quand tu es au travail, de pas aller à la maison non plus. Ouais, d'accord. Donc finalement, en fait, ce que tu es en train de dire quelque part, c'est que ton pluristatut a permis finalement d'être plus efficace ou plus présente à chaque instant et de gagner en compétences finalement par ce qu'on pourrait imaginer comme étant une contrainte, mais qui est une évolution de statut. Mais ça t'a permis finalement de gagner en compétences dans tous les domaines. Tout à fait. Et de prendre conscience que j'ai beau être entrepreneur, l'entrepreneur, le risque, c'est que il se fixe pas de limite, qu'il n'ait pas d'heure. L'avantage je dirais, de l'entrepreneur, c'est qu'on peut définir à quelle heure on veut travailler. Mais le risque, c'est de se dire, soit je peux travailler quand je veux, soit je peux me libérer quand je veux et de ne pas se fixer de cadre. Et c'est la porte ouverte à l'échec de son entreprise. J'écoute les différents conseils ou les apprentissages que tu as pu tirer de ton expérience et je me dis, ça vaut pour la maman entrepreneur, mais finalement, ça pourrait valoir pour le parent qui fait autre chose dans sa vie. Enfin, tu vois, c'est comme si le fait d'avoir ces deux univers-là ou ces deux casquettes-là ou ces deux parties en soi, ça pourrait même un artiste et puis qui soit en même temps, je sais pas moi, qui est une autre, je sais pas, qui soit parent, mais voilà. En fait, on pourrait vraiment transmettre ces apprentissages à plein de gens différents, pas forcément seulement au monde de l'entreprise, hein, quelque part. Tout à fait, tout à fait. Après, ça peut se transposer. Hein. Ce que je vis là, on l'a sur quelqu'un qui serait passionné d'un domaine et que cette passion aurait un impact positif ou négatif sur son travail. Ou des gens qui ont 10 000 passions et qui se disent je progresse pas dans tel ou tel domaine, quoi. Moi, je suis musicienne, par exemple, et j'ai le souvenir d'un conseil aussi que je transmets, qui m'a été transmis par mon prof de musique un jour. Je vais à une répétition et puis à un cours. Puis j'étais depuis des semaines sur le même morceau, quoi, et ça avançait pas. Et le prof, il me regarde très, très calmement et il me dit, écoute, c'est bien simple. Si dans la semaine, tu as plus de jours où tu répètes pas que de jours où tu répètes, faut pas te poser la question de pourquoi tu progresses pas. Et en fait, cette phrase-là, moi, en tant qu'entrepreneur ou en tant que maman, je l'ai continuellement maintenant en tête. Quand on progresse pas, faisons un point, faisons un bilan. Combien de temps on consacre à l'activité qu'on a envie de développer? Est-ce que c'est la chose principale qu'on veut développer ou pas? Et si c'est la principale, il faut qu'on lui donne la part qu'on voudrait qu'elle ait. Et c'est comme si on entendait que à chaque point d'appui, à chaque compétence que tu as dans n'importe quel domaine de ta vie, tu sens que tu peux le transférer, tu deviens multicompétence. Tout à fait, c'est souvent ce qui est sous-estimé. Ça devient une force de me présenter dans son CV le fait qu'on est parent. Que c'est plus devenu quelque chose de négatif à partir du moment où on sait montrer à son employeur, moi je suis parent et du fait que je suis parent, ça m'oblige à une certaine responsabilité. Donc je peux prendre en charge un dossier parce que je suis quelqu'un de responsable. Ça, c'est une vraie valorisation de la compétence de parent, du temps que ça prend et effectivement que ça demande comme concentration, comme organisation et comme responsabilisation en fait. Hein, c'est tellement réel qu'on ne peut pas passer à côté. Et effectivement, quand on acquiert ces compétences-là, y compris de veille et d'attention, c'est quelque chose après qu'on peut valoriser dans le milieu du travail. Je trouve que c'est une excellente nouvelle de se rendre compte de ça. Et puis, il y a aussi tout ce qui est d'apprendre qu'avec un enfant, la première des choses à apprendre, c'est que on va faire des erreurs. Et ça aussi, dans le milieu professionnel, on peut l'implémenter. Avec un enfant, on apprend à persévérer, à retenter plusieurs fois la même chose et parfois
à changer un petit peu le comportement. Donc pareil dans son entreprise. Et encore une fois, tu vois, à travers ces deux expériences-là, qui sont quand même des expériences extrêmement fortes, extrêmement chronophages et qui prennent aussi pas mal d'énergie, il y a quand même quelque chose qui me revient et que tu as dit en premier tips, c'est que tu sois parent, que tu sois entrepreneur, ne pas s'oublier. Parce que c'est quand même la condition sine qua non, y compris pour ce qu'on veut transmettre à nos enfants. C'est la condition qui fait que ça fonctionne. Et ton image de l'avion avec le premier truc que tu vas faire, c'est mettre ton masque sur toi, sinon tu peux t'es bon pour personne finalement. Elle paraît vraiment fondamentale comme point d'appui en fait. Ouais, c'est vraiment des éléments qui sont capitaux, l'écoute de son besoin, parce que moi je suis passée aussi par des phases où j'étais tellement à vouloir vouloir être la maman parfaite et l'entrepreneur parfaite et la thérapeute parfaite pour ses patients, d'être présent sur tous les fronts et de pas vouloir qu'on puisse me reprocher le fait que voilà, maintenant que t'es maman, tu peux plus. Il y a aussi une part de féminisme, tu vois. C'est pas parce que t'es une femme que faut que tu te battes toujours un peu plus. Il y a tout ça qui a résonné quand je suis devenue maman. Et en fait, on se rend compte que il y a des moments où il faut accepter de lâcher aussi, que c'est ok si je suis pas parfaite avec mon enfant. Ouais. Est-ce que à travers tout ça, tu dirais que tu as gagné en authenticité? Ouais, je pense. J'ai beaucoup travaillé sur le fait d'assumer et d'accepter mes deux rôles et d'apaiser ces deux rôles et que les deux sont pas antinomiques, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu n'es pas en train d'enfiler le costume de maman d'un côté, le costume d'entrepreneur de l'autre? Tu restes toi en toutes circonstances. Ouais, voilà. Et puis, quand parfois je pète un câble, quoi. Et j'accepte, quoi, la source d'une leçon que je vais utiliser auprès de mes enfants ou auprès de mes patients et de leur dire avec toute authenticité, vous savez, moi aussi, ça m'arrive d'être fatiguée, moi aussi, ça m'arrive de péter un câble. Et parfois, je le dis à mes enfants, je leur dis, écoutez, là, j'ai pété un câble. Certes, peut-être que j'aurais pu faire autrement, mais sur le moment, je voyais pas d'autre solution. Et puis, parfois, on en discute avec mes enfants. Mon grand qui vient d'avoir 6 ans maintenant, parfois, le fait de discuter avec lui, tiens, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, etc. C'est eux, parfois, qui me forment, quoi. Et on trouve des solutions, eux, très pragmatiques. Et c'est eux qui m'autorisent. Parfois, ils me disent, mais peut-être que quand tu rentres, si tu te posais un petit peu, au lieu d'être tout de suite à courir à la cuisine, ça te ferait du bien. Si tu regardais un petit dessin animé avec nous, ça te ferait du bien. Et là, tu te dis, on n'est pas à 5 minutes près, on va regarder un petit épisode de Pas de patrouille, là. Mais véridique, hein. Je me suis posée la dernière fois à côté d'eux, 10 minutes, regardez Pas de patrouille. Eux, ils étaient contents, moi, j'étais apaisée, machin. On a oublié le côté thérapeutique de Pas de patrouille. Tout à fait. J'ai une dernière question pour toi, Laetitia, avant que tu puisses nous indiquer où te trouver. Quel est ton espace ressource à toi en tant qu'humain aujourd'hui? Il est beaucoup à l'extérieur. C'est vraiment le fait de sortir qui me ressource. Parfois, j'ai tendance à l'oublier parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'habite au-dessus de mon cabinet. Donc, si je veux, je peux ne pas sortir pendant 3 jours. Et ça aussi, j'ai appris à le planifier dans mon emploi du temps. Planifier mon besoin de me ressourcer, de sortir. Et vu que j'étais grande sportive, on peut le dire, avant d'avoir des enfants, j'avais tendance à me dire, non, t'as pas 1 heure devant toi pour aller courir, et puis t'as plus la condition, donc je faisais plus rien. Et j'ai accepté, on est encore dans l'adaptation, dans la résilience, etc., de me dire que j'ai besoin de m'oxygéner. Et donc je sors et j'accepte simplement de marcher. Et parfois, j'ai juste un quart d'heure, je me dis, t'as juste un quart d'heure, c'est déjà un quart d'heure. C'est toujours ça de prix. Vraiment d'aller dans la nature, de trouver soit une forêt. Maintenant, j'ai visualisé pendant longtemps de trouver un endroit où il y ait de l'herbe, près d'une source, je puisse marcher. Je me disais, il faudrait que je me construise une maison, il faut que je trouve un terrain. Et à force de visualisation, un jour, en allant me balader, mais à même pas 1 kilomètre de chez moi, j'ai trouvé ce lieu merveilleux. Donc, une petite pelouse où je vais parfois, j'enlève mes chaussures, je marche pieds nus dans cette petite pelouse. Alors, parfois, je marche sur une limace. Et où je me mets près de l'eau, je médite, je me prends du temps, quoi. C'est génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, de continuer à marcher sur ce fil en équilibre
continuer à m'adapter. Et puis, si j'arrive à aider quelques femmes qui vivent ce que j'ai vécu il y a quelques mois, années, ben, ce serait génial. Bah, écoute, je te remercie infiniment parce que ton parcours est très inspirant. Tu as une façon de danser ta vie qui peut vraiment faire naître des petits. Donc, je te remercie infiniment pour ce partage. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver sur les différents réseaux sociaux, donc sur Facebook, on tape mon nom Laetitia Mazax. Alors, ça s'écrit M-A-Z-A-C-Z, il y a 2 Z comme Zorro. On peut aussi me trouver, j'ai une chaîne YouTube, donc soit, j'en ai même 2, une chaîne YouTube pour ma partie professionnelle chiropracteur, donc qui s'appelle Cabinet Chiropratique Laetitia Mazax, où je partage plein de petites choses par rapport à ma profession. On peut me trouver aussi sur Elfy, E-L-F-Y, ça c'est l'autre chaîne YouTube, où là c'est plus destiné à la mompreneur. Donc Elfie, c'est mon avatar en fait de la mompreneur. Et puis je te transmettrai les liens vers la formation que je propose, que j'offre, qui s'appelle Mompreneur Optimise ton temps. Donc c'est une formation de 6 vidéos qui sont distribuées une par jour avec un tips pour optimiser son temps pour la mompreneur. Wow, c'est génial. Merci infiniment. On va pouvoir partager ça avec toutes les personnes qui vont écouter cet épisode. Je te souhaite une journée géniale. Et puis, j'ai comme l'impression qu'on va se recroiser. Ouais, je le sens bien. Allez, pour la mémoire, et parce que c'est toi, je te prépare un récap. Demande-le-moi par MP. Ça me fait plaisir. Et tu sais quoi? Il y a encore plein de surprises à venir. Alors, abonne-toi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant, tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà lundi. Sensiblement différent.